Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des nouveaux prescripteurs. Qui sont ceux qui ont vraiment notre oreille et qui influencent, qu'on le remarque ou non, nos décisions d'achat. Pas plus tard que la semaine dernière, je recevais un pantalon que j'avais commandé sur le e-commerce et là, je savais pas trop quoi en penser. Du coup, je me suis retrouvé à demander son avis à ma copine, aux collègues. C'est plutôt pratique du coup de travailler avec une bande de passionnés de style chez Bonne Gueule, et puis aussi à des copains. Et mine de rien, c'est pas si évident et ça m'a donné l'idée de ce sujet. Les premières personnes qui nous influencent sont évidemment celles qu'on a autour de nous. Nos potes, notre famille, nos collègues, nos copains, nos copines. Le truc, c'est que c'est génial d'avoir des gens autour de nous qui nous connaissent bien, qui connaissent aussi notre morphologie, par exemple dans le cas de nos conjoints. Mais est-ce que c'est vraiment les personnes qui connaissent le mieux nos goûts? Parfois, on a un peu trop tendance à s'effacer au profit de conseils qu'on a immédiatement à proximité et de les prendre beaucoup en compte simplement parce qu'ils sont très présents, donc très convaincants. Et moi, le premier, j'ai beau avoir monté avec Benoît et notre équipe une marque de mode masculine et puis un média, j'aime quand même bien avoir l'avis de ma copine. Après, c'est pas parce qu'elle aime un truc que je vais forcément l'acheter. Mais je fais quand même gaffe à acheter des choses qui lui plaisent à elle aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que si les gens qui nous entourent sont souvent à écouter en termes de goût personnel, après, il faut toujours en revenir à vos critères à vous, et les gens qui nous entourent ne sont pas forcément des mordus de qualité. Ils ne sauront pas forcément choisir les bonnes et les mauvaises marques. Et c'est là que c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui se dit en termes de bouche-à-oreille digital. Ce sont les fameux avis qui se disent dans les commentaires des boutiques, par exemple sur les fiches Google, ou bien au sein d'un site, ce que disent les utilisateurs des différents produits ou de la marque en général, quand la marque permet de poster ce type d'infos. Et là, souvent, on en apprend des belles. Mais en même temps, quand on voit que tous les commentaires sont élogieux, c'est quand même vachement rassurant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 33% des Français qui postent des commentaires sur les marques. Ça représente quand même 17 millions de personnes. Et on peut se dire que quand il y a suffisamment de commentaires sur une marque, on est quand même déjà un peu plus en sécurité que simplement le premier avis qu'on aurait eu de notre entourage. Mais il faut faire attention, on trouve aussi beaucoup d'avis qui sont totalement faux, qui sont soit rédigés par les attachés presse des marques, ou par des prestataires qui sont dédiés à ça, ou encore par des proches. Et en fait, c'est pas qu'un mythe, c'est un truc aujourd'hui qui est tellement gros et massif que l'État français, au niveau de la direction de la répression des fraudes, s'est mis à émettre une note et aujourd'hui sanctionne ce type d'abus. Et c'est normal parce que c'est totalement déloyal. Simplement, quand vous voyez que des avis positifs, restez méfiants. Une marque qui va avoir 600 avis avec très peu, voire pas du tout de négatifs, il y a un moment on peut quand même se poser la question de la réalité de la chose. A l'inverse, quand vous voyez 3-4 avis et qu'il y en a un qui est négatif, en fait sur le peu d'avis, il faut aussi vous dire que statistiquement, c'est pas forcément révélateur non plus. S'il y avait plus d'avis, il y aurait peut-être eu une meilleure note. Après, les avis de consommateurs, ça reste très cool et c'est toujours mieux que rien. Et il y a encore mieux, c'est les forums. C'est là qu'on a un petit peu l'arme fatale de la vie consommateur, parce que les forums, c'est quoi? Ce sont des communautés qui se regroupent par type d'intérêt. Et en fait, vous allez avoir des gens vraiment experts qui ont geeké des sujets dans tous les sens. Ça peut être les forums de voitures, mais aussi les forums de mode, comme ceux de Bonne Gueule ou de Comme un camion. Et là, quand vous rentrez dans le détail du thread d'une marque, vous allez pouvoir avoir des avis de passionnés, de gens qui auront testé, de vrais clients. Et ça, c'est mieux que tout. D'autant que sur les forums, les marques qui se font passer pour des utilisateurs, souvent elles se font très vite débusquer et éjecter. Et elles se récoltent même encore plus de haine que ce qu'elles pouvaient mériter si elles faisaient de base des mauvais produits, mais sans tenter des techniques fallacieuses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, le nôtre c'est forum.bonnegueule.fr. Là on a fait le tour de tous les avis consommateurs, et maintenant on va voir ce qui se passe du côté des institutionnels. Les fameux influenceurs ou les médias classiques. Et pour moi, ce sont deux prescripteurs qui sont quand même en perte de vitesse. Pourquoi? Parce qu'à force de tout mélanger et de faire en sorte que le consommateur ne sache jamais ce qui relève d'un avis sincère ou ce qui relève d'un avis rémunéré, de publicité déguisée, il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, c'est les audiences qui diminuent, c'est encore plus d'argent qui vient des marques pour renflouer le bateau, et c'est encore plus de tentation de la part du média de flouter les messages. Et selon l'Institut Kantar, aujourd'hui 60% des adultes pensent que par défaut un message est publicitaire, même quand c'est du contenu supposé éditorial dans un média. Et l'autre truc qui fait que les médias classiques ont assez largement perdu leur pouvoir de prescription au profit des gens qui nous entourent, de nos proches, c'est que quand on regarde le contenu, souvent il est totalement déconnecté de la vie réelle et des besoins des gens. Vous ouvrez aujourd'hui un magazine de mode, vous allez avoir partout du LVMH, ensuite quelques pubs sur des montres de luxe et derrière des yachts. Ça parle quand même pas à beaucoup de monde, hein. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les contenus sont totalement déconnectés de vos besoins. C'est parce que derrière, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu.
Et les annonceurs sont prêts à dépenser énormément pour qu'on parle d'un sujet plutôt qu'un autre, à savoir leur marque, leurs vêtements, leur yacht. Je vais même vous raconter une histoire, parce que ça ne touche pas que les produits de consommation. Par exemple, quand vous avez des classements sur les 50 startups pour investir dans des magazines économiques, et bien derrière, les marques comme nous reçoivent des emails où on nous propose d'acheter notre place. Si on dépense 10 000, on est 10e, si on dépense 5 000, on est 30e. C'est quand même n'importe quoi. Et j'ai encore une meilleure histoire. Même des titres d'apparence super respectables comme Forbes, qui est un célèbre magazine d'économie américain, ils vous proposent carrément de dresser votre portrait. Si on ne paye pas, on n'y est pas, et si on paye 20 000 balles, on a notre beau portrait d'entrepreneur successful dans ce magazine. Moi, quand je vois ça, perso, j'achète plus les titres. Je me dis, mais si tout le monde le savait, et c'est aussi pour ça que je le dis aujourd'hui, comment est-ce que les gens pourraient continuer à accorder du crédit à ces magazines ? On se demande même plus si l'info elle est pertinente ou non. On se demande juste qui peut payer. Et nous évidemment on n'a pas payé. Alors je trouve ça très triste qu'il y ait des médias qui fassent cette course aux sous sans se demander qu'est-ce qui sert réellement le lecteur. Mais il y a encore plus absurde. Il y a ceux qui font la course au trafic. Du coup qui vont plus demander qu'est-ce qui intéresse les gens, mais simplement qu'est-ce qui fait le plus cliquer. Et si c'est les chats qui font le plus cliquer, vous aurez des vidéos de chats. Et même des titres qui sont des très belles marques, comme par exemple JQ, aujourd'hui, une très très grande partie de leur trafic n'est même plus réalisée avec du style et du lifestyle. Il n'y a qu'à prendre par exemple son téléphone et vous verrez les articles qui ressortent sur le flux d'articles récents. Et je fais le test devant vous, faites le même sur vos téléphones. Vous vous connectez à Google Actualité en tapant GQ Magazine et qu'est-ce qui ressort Yann Moix anéantit Christophe Castaner, ok, super. Ces images du pape qui refuse qu'on embrasse sa bague. PNL diffuse la preuve qu'ils étaient bien sur la Tour Eiffel. La somme pharaonique qu'a touché Pamela Anderson et l'ex-triplex de luxe d'Arthur est à vendre. Franchement, les mecs, il est où le style? C'est où la mode? C'est d'ailleurs ce que me disait même un ancien collaborateur de GQ. La blague en interne, c'est que leur rédac chef, c'est Mark Zuckerberg. Après, je suis conscient que je dépeins un monde très sombre, mais il existe aussi des vrais trucs de qualité. Par exemple, là, on est au 2e numéro de l'étiquette, ça vient de sortir. C'est écrit par Marc Boger, que vous pouvez voir aussi sur l'émission Quotidien. Et c'est d'ailleurs un des rédacteurs en chef de Society et de SoFoot. Et les mecs, en fait, ils ont fait un truc génial. Ils ont fait un magazine japonais, mais en français, avec vraiment une part belle à l'exhaustivité et les styles qui sont vraiment pointus et expliqués. Moi, c'est ce que j'aimerais toujours voir dans un magazine. Et c'est pas un hasard si des titres comme ça sont promis à un beau succès. L'autre grand prescripteur institutionnel qu'on a aujourd'hui, ce sont les influenceurs. Et il y a 10 ans, quand le phénomène a commencé à apparaître avec l'émergence des blogs, dont on a fait partie, les influenceurs, les blogueurs à l'époque, étaient présentés comme la relève d'une presse qui n'arrivait plus à communiquer de manière objective et vraiment communautaire avec ses lecteurs. Et malheureusement, ce qui devait être le sauvetage de la presse, ça a plutôt été des abus encore pires. Parce qu'aujourd'hui, sur la plupart des blogs et sur la plupart des comptes Instagram, vous avez uniquement des bonhommes qui sont payés par des marques pour dire du bien d'elles. Et on est un peu sur une sorte de grand mensonge. Le truc, c'est que la soupe, elle est tellement bonne qu'aujourd'hui, cette situation, elle bouge même plus. D'un côté, vous avez des influenceurs avec des énormes comptes de 200, 300 000 followers sur Instagram. Ensuite, des régies qui sont chargées de distribuer les contrats des marques à ces influenceurs. Ensuite, des boîtes comme par exemple Publicis qui sont sélectionnées par les groupes de luxe pour trouver les bonnes régies et distribuer les budgets, donc encore un intermédiaire supplémentaire. Et puis après, les directeurs et directrices marketing ou communication réseaux sociaux de ces marques. Et en fait, pendant 10 ans, il y a eu tellement de budget qui s'est mis à circuler de plus en plus de la part des grandes marques vers ces comptes influenceurs que cet argent, il s'est mis à irriguer tout le monde. Et aujourd'hui, plus personne n'a envie de dire que, non, on ne sait toujours pas mesurer les retombées exactes de l'argent que mettent les marques sur les influenceurs. On sait aussi, avec des outils comme Social Blade, d'ailleurs, il y a ce YouTuber dont on vous met le lien en bas dans la vidéo, qui a fait des très bonnes vidéos pour débusquer les bons et les mauvais influenceurs. On le sait aujourd'hui que la plupart des influenceurs sont pipotés, et pourtant, cet argent continue à circuler. Parce que vous n'allez pas avoir un acteur qui soudainement va dire « Ah non, j'ai envie de mettre la clé sous la porte parce que mon business, il n'est pas si éthique que ça. » Et quand vous êtes directeur ou directrice marketing d'une marque de luxe, vous n'allez pas vous retourner vers votre CEO et lui dire « Bon, en fait, ça faisait 10 ans que je faisais mal mon travail et je le savais un petit peu. » Et ce truc continue. Et ce que les marques ont totalement oublié,
c'est qu'un influenceur, c'est avant tout une personne qui a une relation de confiance avec d'autres personnes. Et quand il y a un influenceur qui finalement mange à tous les râteliers et accepte l'argent de toutes les marques, d'être la 15e marque qui lui file de l'argent, on peut se demander si en face le public il n'est pas déjà parti depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle les fatigues influenceurs. C'est les influenceurs qui racontent tout le temps les mêmes trucs aux mêmes personnes avec les mêmes marques derrière que ils sont même plus écoutés. Mais après, c'est pas ça qui les empêche d'avoir des contrats. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, c'est assez simple. Il y a 6-7 ans, quand c'était des plateformes qui étaient encore assez balbutiantes, Facebook et Instagram, on pouvait facilement en fait se créer un gros compte et on pouvait encore plus facilement acheter des faux likes et des faux abonnés. Et il y en a qui s'en sont pas privés. Ils ont acheté pour 50 000, 100 000, 150 000. Et quand en fait ils sont devenus assez vite les plus gros influenceurs dans leur domaine, mais pour des mauvaises raisons, les gens ont continué à suivre ces mecs et à s'abonner parce que finalement, quand on est un utilisateur d'Instagram, on va plus facilement liker un mec qui a 150 000 qu'un mec qui en a 5 000. On va se dire que c'est meilleur. Et c'est comme ça qu'avec un effet boule de neige, il y a des mecs qui sont restés constamment propulsés en haut et à dealer avec toutes les plus grosses marques, quand bien même tout le monde sait que la soupe, ça fait un moment qu'elle a varié. Et ce qui montre qu'on est arrivé à la fin d'un système, c'est qu'aujourd'hui, on a des mecs qui se shootent sur un fond vert et derrière qui vont incruster à la place des paysages et vendre ces photos aux marques. C'est quand même super drôle que des marques payent ça pour des fausses photos à Ibiza avec derrière une communauté qui n'est pas dupe et qui n'achètera jamais le produit de la marque. Mais là encore, je ne veux pas taper uniformément sur tout le monde parce qu'il existe encore plein de petits influenceurs, plein de blogs qui se créent, qui se développent avec des gens très sincères derrière qui sont pas du tout à la botte des marques. Simplement, faut user un peu de jugeote pour identifier les bons des mauvais. On a vu les consommateurs, on a vu les institutionnels. Troisième type de prescripteurs, les stars. Les stars, ça fait un moment que ça existe. Et on pourrait se dire que c'est un petit peu usé comme mode de marketing. Pourtant, dans le mass market, ça fonctionne encore très bien. C'est tous les mecs qui ont gagné la Coupe du Monde que vous allez avoir dans 1000 pubs de bagnoles et de parfums et d'assureurs. Ou bien aussi des mecs parfois qui sont peut-être moins médiatisés et du coup ce qui leur donne un côté plus sympathique, comme par exemple Judoka Teddy Riner, qui va beaucoup apparaître. Mais là aussi, quand on est un consommateur un petit peu avisé, on se demande à un moment qu'est-ce qu'il fait dans une pub pour Habitat, et ensuite pour des bagnoles, et ensuite pour les pitchs, quoi. On peut quand même douter un petit peu de la sincérité. Après, je pense que l'association entre une marque et une star, ça peut être top. Par exemple, nous, de manière totalement fortuite, il y a Jonathan Cohen qui fait Serge le Mito et qui joue aussi dans d'autres films. Il a choisi de porter notre blazer croisé rose framboise pour promouvoir Budapest. Et même si je ne suis pas forcément méga fan des comédies comme ça, je trouve que c'est quand même cool. Il y a une forme d'humour en commun. Moi, je m'y retrouvais vachement dans les sketchs de Serge le Mito. Et quand ça se passe comme ça peut être drôle ensuite de faire une vidéo ensemble. Ou bien, par exemple, peut-être dans les vrais clients de la marque, il y a aussi Thomas Enko. Thomas, c'est quelqu'un qui est devenu un copain. Et c'est un pianiste jazz virtuose qui vient de faire son premier concerto, alors que c'est quelqu'un qui reste quand même très jeune, très talentueux, qui est aussi reconnu dans la musique classique. Et en même temps, c'est un mec super simple, super facile d'accès. Faire un truc avec Thomas où il porterait nos vêtements, ou en même temps il illustrerait la bande-son d'une vidéo, là, on serait vraiment dans de la collab avec une star, quelqu'un d'un peu connu qui ferait du sens. Et en même temps, je pense que derrière, on ne le retrouverait pas dans une pub à manger des pitchs. Quatrième type de prescripteur, les marques elles-mêmes. Et comme une marque est jugée partie, finalement, ce qui va parler le plus, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Et ça se retrouve dans les éléments qui donnent confiance à une marque. Selon cette étude, par exemple, qui a été sortie par OpinionWay, ce qui donne le plus confiance aux consommateurs, c'est pour 68% d'entre eux, l'essai des produits ou des services. Encore une fois, on parle de faits. Ensuite, les recommandations de la famille, on retrouve votre maman. Et puis, une bonne image véhiculée dans les médias. En termes de bouche-oreille positif, parce qu'en ce qui concerne la publicité, elle ne ressort qu'à 11%. Et quand on voit que le premier facteur de confiance, c'est le fait de pouvoir toucher et essayer le produit, on comprend, encore une fois, tout le rôle qu'auront à jouer les boutiques dans le futur. Et aussi, les gens qui les font vivre, ces boutiques. Il y a vraiment le bon et le mauvais vendeur. Et pour nous, le bon vendeur, c'est celui qui va créer la relation, faire tester le produit, l'expliquer, qui va un peu remettre au goût du jour la relation qu'avaient dans les années 60 les gens avec leur tailleur. Un tailleur qui connaissait tous d'eux, qui connaissait leurs petites habitudes de port des vêtements, qui savait avec quoi les habiller s'ils avaient une épaule un peu plus haute que l'autre.
Et tout l'inverse de ce qu'on a aujourd'hui avec des boutiques où on est harcelé par des flopées de vendeurs qui sont commissionnés au chiffre d'affaires. Et nous, cette relation authentique qu'on a avec un conseiller qui serait un peu comme un tailleur de l'époque, c'est ce qu'on veut recréer avec nos boutiques Bonne Gueule. 5e prescripteur, le plus important et celui qui aura toujours le dernier mot, c'est vous. Parce que contrairement à tous les autres prescripteurs qu'on a vus, à aucun moment une marque, elle va payer son consommateur pour dire du bien d'elle. C'est plutôt l'inverse, c'est vous qui avez payé pour tester le produit. Et du coup, c'est super important que vous continuiez à dire à tout le monde autour de vous quand vous avez été trahi par une marque et quand vous avez été bien servi. Parce que c'est comme ça que la mode masculine peut continuer à se développer positivement et que il y a de plus en plus de gens qui seront aiguillés vers les bonnes marques. Surtout quand on voit que parfois il y a de tels écarts entre d'un côté certaines marques qui sont encensées par les médias et par la réalité de ce qu'en disent ces consommateurs. Donc continuez à faire tourner le message, continuez à parler des marques qui vous ont plu, qui vous rendent service, qui vous font vibrer. C'est grâce à ça qu'on changera les choses. À très vite de l'autre côté.